Être étudiant ingénieur aux arts et métiers, ça ressemble à quoi? Aujourd'hui, on est avec Lucas, 21 ans, qui est en deuxième année d'école d'ingénieur aux arts et métiers, et il va nous parler de son expérience, de son parcours, ainsi que des spécificités de l'école, les traductions, la période d'intégration, les associations, etc. Lucas, c'est pas n'importe qui, vous le connaissez peut-être via sa chaîne YouTube Slyky, Slyki, puisqu'il est aussi youtubeur ingénieur. Bref, si les arts et métiers vous intéressent, que vous soyez un étudiant qui va entrer dans l'école ou quelqu'un de curieux qui s'intéresse à cette école et mieux comprendre par exemple le fameux réseau des Gazards, vous êtes sur la bonne vidéo. Avant de commencer, si vous écoutez via un podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cet épisode, ce qui aiderait grandement à promouvoir le podcast sur les différentes plateformes. Je vous en serai très reconnaissant. Et sans plus attendre, on est parti pour cette interview avec Lucas, étudiant en deuxième année aux arts et métiers. Lucas, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire qui tu es? Alors oui, je peux me présenter. Donc Lucas, dit Slyky sur YouTube. Donc j'ai 21 ans, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur, en quatrième année d'études. Donc j'ai fait un bac scientifique, spécialité mathématiques au lycée. Ensuite, je suis parti en prépa pour faire ingénieur. Donc je suis allé à Rennes en prépa physique-technologie. J'ai choisi prépa parce que c'était la voie qui ouvrait le plus d'écoles et où je me sentais pas bridé, où j'avais accès à ce que je voulais au final. Donc en prépa, j'ai pas mal bossé pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai passé les concours et au concours, j'étais classé 500 sur 2500 pour rentrer aux arts et métiers, quelque chose comme ça. Donc 2300, quelque chose comme ça plus précisément. Donc je suis rentré aux arts et métiers, j'ai choisi le campus d'Angers parce que c'était le plus proche de chez moi comme j'habitais à Rennes. Ensuite, je suis rentré aux arts et métiers. J'ai extrêmement apprécié la vie aux arts et métiers, notamment la vie étudiante, tout ce qui était période d'intégration, tout ça, la vie sociale qui reprenait après 2 ans de prépa, pas forcément évident à ce niveau-là. Moi, je me suis bien plu dans cette école. Donc, ma première année, c'était assez cool. J'ai eu une période confinement, Covid, qui était moins sympa avec des cours en distanciel. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié. En deuxième année, j'ai voulu m'impliquer dans cette vie associative. Donc, j'ai pris des rôles qui prenaient vraiment beaucoup de temps. Donc, j'étais responsable et organisateur de la période d'accueil, responsable de l'accueil des étudiants internationaux. J'ai aussi été responsable du montage pour l'association audiovisuelle. Donc, voilà, je me suis vraiment bien, bien impliqué dans l'école et je ne regrette pas du tout. Donc, le problème avec tout ça, c'est cet investissement dans mon école, le fait que j'ai une copine aussi, enfin, et que je voulais garder un temps pour moi, pour le sport, la culture, tout ça. Bah, c'est que YouTube, je m'étais beaucoup investi au lycée. Et donc, c'était une vidéo tous les mois assez travaillée au lycée. Et au final, en prépa, j'en ai sorti une durant les vacances. Non, j'en ai sorti deux durant les vacances. En plus, après, j'ai repris un petit peu. Quand j'ai eu certains partenariats, ça a aussi remotivé pour reprendre. Donc, j'en ai refait. Mais je ne me suis pas relancé pleinement dans YouTube. Donc, YouTube, je sais que j'ai le temps encore pour me réimpliquer dans cette chaîne. Donc, j'ai gardé ça sous la main. Voilà, je sais que je peux reprendre quand je le souhaite. Mais pour l'instant, c'était vraiment très, très arrêt métier et très investissement vie étudiante, quoi. Super présentation, en plus tu es revenu sur d'où tu viens, c'est top, ça anticipe sur la question suivante. Mais donc, je reviens sur les expériences que tu as fait justement aux arts, tout ce qui est associatif, qui t'a beaucoup pris de temps. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de jeunes qui se posent des questions, qui sont en prépa au lycée ou qui entrent en école d'ingénieur. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur une question plus générale qui est vraiment la première question que je pose en général sur ce podcast. Quel type d'ingénieur tu es actuellement? Bah pour l'instant, je me sens plutôt élève ingénieur, même si à l'avenir, je serai ingénieur d'ici pas très longtemps, au final, 1 an, 2 ans. Mais je me sens encore dans une école généraliste où je sais un peu de choses sur tout, mais pas concrètement sur un domaine. Et justement, ma troisième année sera l'occasion, enfin vraiment, j'espère en troisième année devenir un ingénieur dans un domaine et être compétent. Et voilà. Mais en tant qu'aux arts et métiers, on a 2 ans de tronc commun et 2 ans où on voit un peu de tout, un peu beaucoup de matières. On fait de l'élec, on fait de la méca, voilà, on touche un peu à tous les domaines de l'industrie. Mais c'est vraiment la troisième année, je pense, qui amène énormément de plus-value. Donc, si je dois me résumer en tant qu'ingénieur, pour l'instant, je ne sais pas vraiment lequel je suis. Mais j'ai une bonne base, quoi. C'est ça que je peux dire. Voilà.
C'est cool. Ouais, on reviendra sur la spécialisation, ça m'intéresse de savoir ce que tu envisages pour la suite. C'est un peu tronc commun, 2 ans, bon, on suit, on fait des petites options, mais après, c'est là où on peut y avoir quelque chose d'intéressant. Donc, quand toi, tu es arrivé aux arts, pour revenir un peu plus sur le parcours, donc tu as fait prépa, été, ensuite tu es arrivé aux arts en première année. À quoi est-ce que tu t'attendais lorsque tu es arrivé? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Tu as parlé de la reprise de la vie étudiante après 2 ans un peu dur, mais au-delà de ça, même au niveau associatif et au niveau des cours, à quoi tu t'attendais et qu'est-ce qui s'est vraiment passé en face? Alors, niveau arts et métiers, on m'avait beaucoup parlé de cette école parce que j'étais dans une prépa où on envoie beaucoup d'étudiants aux arts et métiers. Donc, j'ai pas mal d'étudiants qui revenaient nous présenter qu'après la prépa, c'était un peu la délivrance, etc. Donc, je m'attendais à quelque chose qui reprenait, quelque chose qui me plaisait vraiment. Et j'ai pas été déçu. Et je m'attendais déjà à bosser beaucoup moins. C'était le cas. Et je m'attendais à avoir le temps pour moi, pour faire des sorties, pour rencontrer des gens. Et ça a été le cas. Donc, j'ai pas été déçu. En fait, les étudiants qui étaient venus nous voir, ils avaient eu entièrement raison. Après, eux, ils avaient eu un peu plus de chance que moi parce qu'ils n'ont pas eu le Covid. Mais au final, j'ai quand même apprécié. Et enfin, je me suis dit au début, OK, j'arrive dans un truc un peu bizarre. Ils ont une période d'intégration. OK, on va voir ce que c'est. Mais déjà, je voulais pas me faire matrixer ou quoi. Quand je voyais les blues et tout ça, je m'étais dit, c'est un peu. Les blues, parce que là, moi, je sais à peu près de quoi tu parles, mais je ne sais pas si les étudiants qui nous écoutent savent de quoi tu parles. Qu'est-ce que c'est les blues et le costume, on va dire, des arts et métiers, enfin, tout ce qui est tradition? Ouais. Mais en gros, aux arts et métiers, les étudiants portent tous une blouse qui décore comme ils souhaitent. Et en fait, ça vient de base, c'est que l'école était une école de contremaîtres quand elle a été créée. Donc les contremaîtres, c'est ceux qui sont entre les ouvriers et les patrons. Donc en gros, il y a les cols bleus, les cols gris, donc les blouses grises, et il y a les cols blancs. Donc, les étudiants des arts et métiers étaient tous en blouse pour aller dans les ateliers, voilà. Et ensuite, il y a une période où l'école a un peu step up et ils ont fait, bon, on va faire des ingénieurs, mais par contre, on va garder les blouses, sauf qu'elles ne nous servent plus vraiment. Donc, on va les décorer et ça sera chacun sa blouse. Et au final, c'est une sorte d'uniforme, mais pas vraiment. C'est particulier parce que chacun le décore comme il souhaite. Et en fait, bah, tous les étudiants des arts et métiers, bah, quand on les voit, ils portent une blouse très, très décorée. Ça peut faire un petit peu bizarre au début parce qu'on pourrait se dire dans une école d'ingénieur, bah, on s'habille normal, quoi, comme au lycée ou comme en prépa. Sauf qu'aux arts et métiers, voilà, il y a une certaine coutume, une certaine tradition qui reste. Donc, au final, moi, j'arrive là-dedans, je me dis, OK, bon, je connais des gens qui ont fait cette école, ils sont pas devenus complètement fous. Voilà, ça devrait bien se passer. Et au final, ouais, ça s'est très bien passé. J'ai bien aimé. En fait, si c'est pour revenir sur la première année des arts et métiers et comment ça se passe à l'entrée, c'est surtout en fait l'objectif de cette période, c'est créer du lien entre tous les étudiants. En fait, c'est vraiment créer un esprit de promo. Dans la promo, on est 160, 170, donc c'est en général des petites promos quand même pour des écoles d'ingénieurs. Et au final, au bout d'un mois, on connaît à peu près tout le monde. Je connaissais 90% des prénoms, quoi. Et c'est dans très peu d'écoles où on peut voir ça. C'est souvent un groupe de potes qui reste plus le deuxième, une sorte de. Genre, il y a le groupe de potes et un petit peu autour, quoi. Alors que là, vraiment, c'est vraiment tout le monde se connaît et ça, c'est vraiment intéressant parce que je m'étais dit, déjà dans ma prépa, on était 40, je connaissais mon groupe de potes, on est à 10. Et là, vraiment connaître les prénoms de tout le monde et avoir vécu un peu de temps avec tout le monde grâce à tous les événements qui sont prévus pendant une certaine période, bah, ça m'a plutôt plu, ouais. Donc, j'ai pas été déçu pour mon entrée aux arts et métiers. En fait, vraiment, je m'attendais à un truc très, très étudiant, associatif, où il y a beaucoup de liens entre les gens, et c'était le cas. Donc, j'ai bien aimé. Donc, promo très soudée, beaucoup d'associatifs. Au niveau des cours, ça a donné quoi? Parce que tu nous as parlé donc plus de l'aspect social, on va dire. Comment étaient les cours? Tu as mentionné tout à l'heure, on nous a dit qu'on travaillait un peu moins, ce qui est vrai, hein, c'est le cas dans toutes les écoles. Quand tu sors de prépa, tu travailles moins quand tu arrives. Mais quels étaient les types de cours que tu pouvais avoir? Est-ce qu'il y en a qui sont plus particulièrement? Ouais, alors en cours, en fait, il y a en gros 2 semestres. C'est toujours divisé en 2 semestres aux arts et métiers. Il y a le semestre qui est plus orienté énergétique et le semestre qui est plus orienté mécanique.
Donc, quel type de cours je pouvais avoir, ça dépendait du semestre. Mais en gros, en énergétique, j'ai pas mal d'élec, de l'automatique, j'avais de la mécanique des fluides, voilà, des choses comme ça. Et dans la partie mécanique, j'avais mécanique des solides, matériaux, tout ce qui est fonderie, composite. Ouais, d'ailleurs, en fonderie, on fait des coulées de fonderie et tout. Enfin, on sait que c'est plus vraiment d'actualité dans l'industrie où ça reste pour des domaines très précis. Mais il y a encore un côté, on faisait ça à l'époque aux arts et métiers, donc on le garde encore. Donc il y a pas mal de TP. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aux arts et métiers, c'était pas forcément la partie académique ou quoi, parce que j'ai trouvé qu'en prépa, c'était bien mieux fait. C'est-à-dire les cours de physique, de maths en prépa, pour moi, c'était vraiment genre, on avait des très bons profs. Et tu sens que quand tu arrives aux arts, c'est des enseignants-chercheurs. Et au final, la partie académique, bon, c'est intéressant, mais c'est pas aussi passionnant que ce que j'avais en prépa. Mais par contre, la partie travaux pratiques, c'était vraiment les TP aux arts et métiers, c'est quelque chose, quoi. Vraiment, on a du gros matos, il y a beaucoup de budget qui est mis là-dedans. Et au final, on travaille avec les industries directement. Donc, par exemple, quand on fait des projets de recherche, c'est pas juste pour nous, quoi, c'est pour PSA. Donc, on est obligé d'être à la pointe de ce qui se passe. Donc, ouais, les ateliers, tout ça, il y a du bon matériel. Et au final, ce que j'ai préféré aux arts et métiers, c'était la partie travaux pratiques. Quel type d'outils vous utilisez justement? Tu parles de grosses machines, mais c'est quoi en concret? Est-ce que tu aurais un exemple d'un projet particulier avec certains outils que vous avez utilisés? Ouais, on a des presses, par exemple, 400 tonnes pour faire de l'emboutissage. L'emboutissage, c'est quand on prend une tôle, qu'on vient et on utilise un poinçon et une matrice. Donc la matrice, c'est ce qui est en bas et le poinçon, c'est ce qui vient appliquer la charge. Et en finale, on applique une charge la presse, elle va jusqu'à 400 tonnes, mais on n'est pas obligé d'appliquer autant. Mais en gros, on applique une charge pour donner une forme précise à notre tôle. Donc, typiquement, ça peut être juste un poinçon en forme d'hémisphère et on donne une forme creuse. On peut faire un cendrier, par exemple, c'est tout con, mais voilà, on peut faire n'importe quelle forme et c'est très utilisé en automobile pour, par exemple, faire des portières, tout simplement. Ou voilà. Ou sinon, il y a des fours qui montent à 1300 degrés. On peut fondre, on peut faire des fontes. Voilà, on peut faire. Il y a aussi des tours 5 axes pour faire un peu d'usinage. Les tours 5 axes, en gros, euh, une machine d'usinage, en général, c'est 3 axes. Donc ça se déplace X, Y et Z. Et les tours 5 axes, en gros, on rajoute de rotation du plateau tournant en bas pour faire des formes complexes. Et en gros, on peut faire des turbines avec ça ou des formes plus ellipsoïdales, ouais. Hélicycloïdales, je crois. Ouais, voilà. En gros, on peut faire des formes un peu plus particulières. Sinon, il y a les composites aussi. On peut faire de la fibre de carbone. Donc, ils sont assez développés là-dessus, les arts. Donc, voilà, ils sont en gros à peu près liés à ce qui se passe actuellement dans l'industrie. Donc, si dans l'industrie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fibres composites, direct l'école va vouloir se mettre sur le sujet et on aura un TP, je ne veux pas dire dans l'année qui suit, mais au bout de 5 10 ans, ils essayent de se mettre à la page, quoi, histoire qu'on ne soit pas largué quand on arrive dans une entreprise. Est-ce que tu aurais un exemple d'un TP, pas forcément que tu as fait, mais que toi ou un camarade de promo aurait fait un TP qui est assez, on va dire, enfin, qui peut être représentatif et qui peut donner une idée à justement quelqu'un en prépa qui se dit, mais ok, il y a de grosses machines, mais on nous demande quoi exactement? Parce que faire une voiture, par exemple, faire une portière, je ne sais pas faire. Enfin, c'est quoi, à quoi ça ressemble un TP? Là, je vais te parler d'un projet d'ailleurs qui va te plaire, je pense, Thomas. C'est un pote qui a fait sa planche de surf lui-même. Ok, Et vas-y, en gros, go on, je confie. et en fait, c'était un projet voilà, de deuxième année qu'il a fait en 6 mois. Donc, il est parti de rien. Il a fait ses petits plans sur 3D Experience, qui est un logiciel de CAO. Donc, il était avec deux de ses potes. Ils étaient trois sur le projet. Et ils se sont dit, OK, on va faire une planche de surf. Et l'objectif, c'est dans 6 mois, je surfe dessus en Bretagne. Et en fait, donc, ils ont bossé avec nos profs, nos enseignants-chercheurs en composite. Donc, c'est des gens qui sont vraiment à la pointe parce que vraiment, genre, on a un prof, il bosse avec le CNES. Le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Donc, c'est vraiment une pointure au niveau européen. Et en fait, ils ont fait toute la planche en composite. Alors, je n'ai pas exactement les détails. En gros, ils ont fait plusieurs strates, etc. Voilà, ils ont bossé énormément sur ce projet-là.
Et au final, bah, je t'enverrai des photos et si ça se trouve, tu pourras mettre ça. Mais en gros, il a fini sa planche. Et en plus, elle est super belle, elle est noire et bleue, là, vraiment. Et il a surfé dessus en décembre, quoi, alors qu'il faisait froid. Incroyable, non, c'est trop cool et et ça pourrait paraître anecdotique pour des gens qui écoutent, mais en vrai, même très récemment encore, il y a 3 ans, je voyais une start-up française qui faisait de la conception de planches à partir de matériaux recyclés et c'est typiquement le genre de choses, qui peut paraître comme un projet, on va dire, pour le fun, mais qui en fait peut déboucher sur des résultats très concrets derrière et sur même des start-up, création d'entreprise et cetera. Donc non, c'est intéressant de pouvoir faire ça comme travaux pratiques à l'école. Ouais. Ouais, et puis en fait, c'est des projets que toi, tu proposes. Et l'école apprécie ça et toi, ça te motive encore plus. Et en fait, lui, il a proposé ce projet-là à l'école et en fait, on a des créneaux disponibles pour faire nos projets. Et ils ont fait OK. Et à la fin, bah, il a eu une super note, je crois. Il a eu 19, un truc comme ça, parce que son projet, il était incroyable. Non, c'est trop cool. OK, donc ça, c'est pour les TP. Tu as parlé des outils, de ce que c'est. Je vais revenir sur un peu les associations. Tu as dit que tu t'es beaucoup investi sur la dernière année au sein du tissu associatif, que ce soit pour l'intégration, que ce soit pour l'accueil des étudiants européens et tu m'en avais dit un autre, c'est le montage, de vidéos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le temps de travail que ça a pu te prendre? Comment est-ce que ça se passe pour, s'il y a un recrutement ou non? Et comment ça s'est intégré au fur et à mesure de l'année? Parce que est-ce que c'est au moment de l'intégration que vous faites déjà quelque chose au niveau associatif? Ou est-ce que c'est après l'intégration? Comment est-ce que ça se goupille tout ça? Ouais, alors en fait, il y a une période, en gros, d'élection, en gros, il y a une sorte de passation des associations dans l'école, parce que ce qui se passe en général, c'est que les deuxièmes années partent de l'école, donc ils font soit des doubles diplômes, des expertises, et pour qu'il y ait une continuité dans les assos, bah, il y a soit un vote, soit un choix, voilà. Et donc, moi, je m'étais présenté voilà, pour faire plusieurs assos. Donc, il y avait justement voilà, audiovisuel, période d'intégration. Donc, ça, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et accueil des étudiants internationaux qui prend un peu de temps au début pour leur expliquer tout le folklore des arts et métiers. Parce qu'imaginons que déjà un Français, il trouve ça bizarre le contexte. Donc, si tu viens du Maroc, on avait pas mal de Marocains ou de Chinois. Donc, il faut leur expliquer ça, quoi, leur dire, OK, vous rentrez dans quelque chose de particulier, mais c'est normal, voilà, ça fait partie du truc. Et donc, niveau de la période d'intégration, moi, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, donc j'étais très, très investi là-dedans. Ça a commencé dès mai, quoi, dès mai, juin, où là, j'ai commencé à préparer l'intégration pour septembre, quoi. D'accord. Donc juste, tu rentres en septembre d'une année et ensuite, là, tu parles de mai. Tout ce qui est, tissu associatif, tu commences vers quelle période? Vers janvier, vers février, dès le départ? Bah, tu peux commencer dès septembre-octobre pour les petites assos. Donc, si tu veux faire de la musique, si tu as un groupe de musique, tout ça, tu peux direct commencer. Si tu veux faire de l'audiovisuel, pareil, ça commence direct. Après, pour les grosses assos, par exemple l'association des élèves, donc l'AE, c'est l'équivalent du BDE, ça arrive plus tard. Mais tout ce qui est petites assos, il y avait un projet MASH aussi, c'est Marathon Shell, c'est pour faire un prototype de véhicule électrique qui utilise le moins de carburant possible. En gros, pour 1 litre de carburant, il faut faire le plus de kilomètres possible. Donc, il y avait ce projet-là où j'ai participé. Il y a le projet ICAR où on fabrique un avion. Il y a plein de petits projets qui commencent très tôt et d'autres où c'est vraiment associatif et très ancré pour organiser les événements de l'école. Donc là, ça prend plus de temps et c'est plutôt à la fin. Et donc, bah, sur l'intégration des premières années, ça commence plus tard, mais ça finit et ça prend pas mal de temps durant les vacances. Je me souviens très bien que moi, j'étais en vacances en Italie, à Naples, etc. Et j'étais en train de faire des visios avec ma team pour organiser qu'est-ce qu'on faisait en octobre, machin. Donc, ça prend énormément de temps, en fait. Même pendant les vacances, on est dessus. Et ensuite, bah, là, il y a une période de rush qui est fin août pour que tout soit prêt quand ils arrivent. Et ensuite, c'est très tendu pendant un certain temps, quelques mois, voilà. Et après, bah, ça commence à aller de plus en plus tranquille. Et ensuite, une fois que c'est terminé, tout ça, bah, faut préparer la transmission de tout ce qu'on a appris en faisant ce travail dans l'association, quoi. Et bah, c'est assez formateur parce que au début, on vit la chose sans vraiment se poser les questions de tout ce qu'il y a derrière.
on vit l'intégration, on est, ah, c'est sympa, et on dit, ah ouais, mais il y a quand même une énorme organisation derrière. C'est des étudiants de deuxième année qui font ça. Voilà. Enfin, vraiment, il y a des trucs en collaboration avec la ville, la police et tout. Enfin, c'est des vrais événements. Il y a des défilés dans la ville, des trucs. Ça, c'est pour des événements très marquants, mais rien que pour faire n'importe quel, on appelle ça des manips en gros, rien que pour faire n'importe quel événement, n'importe quelle manip, il faut contacter l'école, la mairie, voilà. Et c'est hyper formateur. Et au début, en fait, en première année, on ne le voit pas. On se dit, ah, c'est cool, ils ont organisé ça, c'est sympa, machin. Et on croit même que c'est l'administration de l'école qui le fait. Alors que pas du tout, en fait. C'est plutôt un système de pair à pair. En gros, c'est deuxième année qui forme première année, et ainsi de suite. Et en fait, ça, on ne le voit pas trop. Après, on commence à le saisir quand on sort de la période. Et au moment où on prend la place dans l'association, on se dit, ah, on se rend compte de la tâche en fait phénoménale qui nous attend. Et là, après, bah, c'est parti. On organise tout ce qu'on a à faire. On bosse énormément, on prévoit tout. On a énormément de travail en ligne de planning, enfin, de tout ce qui est là-dessus pour que tout soit bien calé. En fait, il y a des événements presque tous les jours. Donc, il faut que ça soit bien organisé et que ça intéresse les premières années. L'objectif, c'est qu'ils ne soient pas en mode ah, ça nous prend trop de temps, c'est chiant, moi j'ai juste envie d'aller voir ma copine. En fait, faut leur prendre assez de temps, mais pas trop, pour qu'ils aient le temps de créer du lien avec leurs camarades de promo et que ça leur donne envie de revenir le lendemain, quoi. Et ça, c'est un gros challenge. Bah, j'imagine, ouais, c'est beaucoup. À l'époque, je me souviens, il y avait des très bons retours d'expérience qui permettaient de capitaliser sur ce que les années précédentes ont fait. Ça va être la même chose pour vous, mais ça va être quand même une quantité assez phénoménale de travail. Ouais. Les Rex, ouais, retour d'expérience, on en fait dès le début qu'on arrive dans l'association, ouais. Pour savoir ce qui a plu, ce qui a besoin de changer. Au final, l'objectif de tout ça, c'est de faire de l'amélioration continue, quoi. Que chaque année, on enlève ce qui nous a pas plu et qu'on garde que le meilleur et que ça finisse. C'est du kaizen, comme on dit en japonais. Ouais, ouais, non, absolument. Et est-ce que là, maintenant, tu travailles toujours au niveau, tu es toujours très impliqué au niveau associatif ou vu qu'on est en février de l'année suivante, de ta deuxième année, est-ce que tu es maintenant, ça y est, tu commences à faire plus la transition et la passation aux premières années, comment ça se passe pour toi? Ouais, là, ça commence à être un peu la transition vers les premières années. En ce moment, c'est le début, on va dire, mais ça se fait tranquillement, en fait. Ouais, le plus gros du travail est fait, en fait. J'ai plus l'impression d'être un petit papy maintenant qui veut transmettre tout ce qu'il a appris. Enfin, je suis moins dans l'action. Il me reste encore quelques trucs à faire où j'ai besoin d'organiser tout ça, mais le plus gros est fait quand même. Et puis heureusement, parce que dans 4 5 mois, je suis censé partir de l'école, donc ça prend un peu de temps quand même de transmettre ce qu'on a vécu. Donc c'est la période, je pense. Ouais. Et justement, donc là, toi, il te reste encore quelques mois, puis un stage, et enfin ta troisième année. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur les cours que tu fais en ce moment, et notamment, tu sais, tu me disais qu'en troisième année, tu te spécialises. Euh, Comment est-ce que tu prends déjà des petits cours pour te spécialiser un tout petit peu au moins en deuxième année ou pas du tout? Est-ce que c'est que du tronc commun? Et ensuite, comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Qu'est-ce qui te plairait? Ouais. Aux arts et métiers, il y a beaucoup de troncs communs et ce qui permet juste de nous spécialiser, c'est les projets. Et là, après ces spécialisations, on a un énorme choix, un énorme éventail et ça, c'est vraiment très bien. Et en gros, on a accès un peu aux 5 continents en fait. On peut aller où on veut enfin, dans le monde. Euh, on a accès à Georgia Tech, l'Imperial College aussi. Niveau prestige aussi, il y a des trucs vraiment bien. Après, il faut être bien classé dans sa promo. Moi, j'ai fait le choix enfin, pour cet été de faire un stage dans le domaine des énergies parce que c'est un domaine qui me plaît où j'aimerais faire ma spécialisation en troisième année. Donc là, en ce moment, je cherche un stage. Donc, s'il y en a qui ont des pistes, pourquoi pas, mais je cherche un stage à l'étranger dans les énergies, donc dans un pays anglophone de préférence. Moi, je parle un peu allemand, donc pourquoi pas Allemagne, mais je préfère un pays anglophone, je maîtrise un peu mieux l'anglais. Et sinon, voilà, je cherche un stage de 2 mois là-dedans. Et après, c'est spécialisation. Donc, ma spécialisation, c'est 6 mois vraiment où je fais. C'est assez académique.
En tout cas, dans mon cas, pour l'instant, je suis parti pour faire du nucléaire, donc à Paris-Saclay. C'est un double diplôme en génie atomique à l'INSTN, ça s'appelle, c'est l'Institut national des sciences et techniques du nucléaire. Donc, en fait, c'est censé être à peu près la meilleure formation dans le nucléaire en France. Donc, il y a beaucoup de taf, beaucoup de boulot. Ça, on m'a dit que c'était un peu retour en prépa durant 6 mois. Je pense être à peu près prêt à retourner en prépa, étant donné que pendant 2 ans, c'était assez cool quand même niveau travail. Et après ces 6 mois-là, c'est 6 mois de stage. Donc, j'ai entendu dire qu'il y en avait qui faisaient des stages au MIT et tout. J'étais, ah ouais, d'accord. Donc, il y a des possibilités. Après, il faut être très bien classé aussi, hein. C'est toujours une histoire. Souvent, on vous vend le meilleur, machin. On peut faire des super écoles, mais bon, il faut être très bien classé. Il faut énormément bosser. Mais en tout cas, il y a des bonnes pistes après cette spécialisation. Et l'objectif à terme, c'est de bosser dans un domaine où je me sens utile, en fait. Et les énergies, ça me paraissait être utile avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, tout ça. Donc, je me sentais pas mal, ça m'a vraiment intéressé de bosser là-dedans. Et bon, après, je verrai cet été si ça me plaît ou pas, hein. C'est l'objectif de ce stage assistant ingénieur de 8 semaines. Mais pourquoi pas voilà, tester, on verra bien. De toute façon, je me ferme pas de porte et dans le pire des cas, j'ai toujours ma chaîne YouTube, hein. Voilà. Mais j'aimerais bien, oui, en tout cas, avoir le temps de reprendre ma chaîne YouTube avec ce que je ferai plus tard, quoi. C'est pour ça que je la garde toujours un peu sous la main. J'allais revenir sur la chaîne YouTube après, mais avant, j'aimerais revenir sur l'aspect énergie et nucléaire. C'est le nucléaire que tu as toujours voulu faire ou c'est plus l'énergie parmi les options que tu avais, c'est ce qui était mieux quoi. Et je te pose la question parce qu'à la base, enfin, ma première spécialisation en troisième année, moi aussi, c'était énergie et c'était plus pétrole. Et j'ai fait les cours quand même de nucléaire avec des trucs spécialisés parce qu'on avait une mini spécialisation sur chacune des filiales solaires, photovoltaïques, etc. Et en plus, vous pouvez prendre des trucs, j'avais choisi pétrole. Mais donc, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que tu as pris, pourquoi est-ce que tu aimerais aller dans tout ce qui est nucléaire, il y a quelque chose de particulier en plus qui t'intéresse ou... Ouais, bah, en fait, je voulais faire dans les énergies. Dans les énergies, j'ai cherché ce qui me plaisait le plus et ce que je trouvais en gros le meilleur niveau écologique, en fait. En fait, je voulais quelque chose qui participe à une transformation vers des énergies décarbonées. Et donc, tout ce qui était nucléaire, tout ce qui était pardon, pétrole, gaz, charbon, je me suis dit, pas trop, on va pas trop partir là-dessus. Et voilà. Et ensuite, bah, j'ai vu donc, les énergies renouvelables. Donc, il y avait l'éolien, solaire, hydraulique. Je me suis rendu compte que l'éolien et le solaire, c'était pas mal, mais que dans un pays, quand on peut avoir le nucléaire qui est encore plus décarboné, et le seul problème, entre guillemets, c'est les déchets, et ça va, on arrive quand même à les gérer. Sachant que bon, il y a toujours eu des petits problèmes avec le nucléaire, on peut penser à Tchernobyl et Fukushima, mais au final, ça reste des fonctionnements de réacteurs qu'on n'a pas du tout en France et des explosions comme il peut y avoir dans ces deux centrales. Bah, c'est pas censé se passer comme ça en France parce que voilà, c'est pas du tout les mêmes fonctionnements, les EPR, tout ça, ça marche pas de la même manière. Mais donc je me suis dit, bon, on parle assez mal du nucléaire, mais en gros, quand tu te renseignes un peu sur le domaine, tu te dis, bah, en fait, si on veut quelque chose de décarboné, éolien, solaire, c'est bien. Hydraulique, c'est vraiment très bien, mais nucléaire, c'est encore, enfin, j'ai trouvé ça encore mieux de ce point de vue-là. Après, il y a la fusion qui arrive aussi, mais la fusion, c'est vraiment à long terme et c'est assez urgent quand même, notre problème. Donc, c'est mieux si on peut le résoudre au plus vite, quoi. La fusion, il y a 10 ans, on me disait déjà, ouais, ça arrive. Ouais, ouais, non, mais ça, j'ai l'impression que ça reste très expérimental et ça sera minimum 2050, hein, des choses comme ça, quoi. Faut que ça arrive vraiment industrialisé. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais c'est un temps fou, quoi. Vraiment, les tokamaks à Cadarache pour ITER, là, j'ai pas l'impression ils soient hyper en avance, hein. Ça prend vraiment du temps. Non, je comprends ce que tu veux dire, en tout cas sur l'aspect nucléaire, puis il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont vachement intéressants d'un point de vue vraiment ingénierie sur comment enfin, gérer à la fois bon, la réaction,
mais aussi tout ce qu'il y a autour, puis la gestion des déchets. Il y a plein de problématiques qui sont très intéressantes, très dures, très difficiles techniquement et qui sont cool. Bon, pour revenir sur ta chaîne YouTube justement sur laquelle tu as beaucoup travaillé lorsque tu étais au lycée, forcément en prépa, tu as fait une vidéo, mais tu étais occupé à autre chose, ce qui est compréhensible. Et maintenant, tu as sorti quelques vidéos sur la dernière année. Comment est-ce que tu vois YouTube s'intégrer par rapport à la suite de l'école d'ingénieur et potentiellement après? Tu disais que tu la gardes sous le coude. Est-ce que tu te vois être youtubeur à un moment donné vraiment à full time ou est-ce que tu vois ça comme un à côté sur le long terme et puis aussi sur le plus court terme? Comment est-ce que tu vois les prochains mois pour toi et ta chaîne? Pour l'instant, je vois plus comme à côté, mais l'objectif, c'est de me dégager du temps pour ça. Déjà, là, je sens sur les 6 prochains mois qui arrivent que, tu vois, comme je t'avais dit, avec la période d'intégration voilà, qui se clôture, juste la période de transmission qui est quand même un peu plus légère, quand même où j'ai un peu plus de temps pour moi. Là, j'ai plus de temps pour YouTube. Mais en fait, l'objectif à terme, c'est reprendre du temps pour ça. En fait, je m'étais dit, OK, je vais rentrer en prépa, après ça repartira en école d'ingé. Sauf qu'en école d'ingé, je, je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage de louper ce que j'ai à vivre niveau social, tellement, enfin, j'ai tellement appris que je regrette pas au final. Mais si j'arrive à avoir un travail qui me dégage du temps, ça serait vraiment génial parce que tu vois, quand je discutais un peu avec toi de ce que tu arrives à faire en gardant une semaine de 35 heures, en même temps en travaillant à côté pour YouTube, ça, je pense, ça serait un objectif à long terme, c'est trouver une sorte d'équilibre un peu entre ce que j'aime énormément sur YouTube, c'est créer du contenu, le monter, le partager, voilà, avoir des retours avec les internautes, tout ça. Enfin, tout ça, c'est ce qui me plaisait vraiment quand j'étais à fond dedans. Et je l'ai un peu perdu et vraiment, je suis toujours une sorte de rappel de temps en temps, mais me dire, mais c'était super ce que je faisais sur YouTube et pourquoi je le fais plus. Et après, bah, j'ai toujours une explication, mais ça m'énerve quand même, hein. Et en fait, ça me frustre un peu. Donc, j'ai envie de retrouver un peu cette vie sur YouTube, cet investissement que j'ai plus. Donc, l'objectif, c'est retrouver le temps pour ça. Quand je vois qu'à l'INSTN, où je suis censé aller, c'est pas encore sûr, hein, la période de sélection n'est pas encore faite, elle n'est pas encore clôturée, mais je vois que ça retourne un peu en prépa, mais en même temps, je serai à Saclay où j'aurai pas 10 000 soirées non plus. Je sais que le plateau de Saclay n'est pas hyper dynamique niveau vie étudiante. Enfin, il y a quelques trucs qui se passent, mais c'est pas non plus comme je suis au centre-ville d'Angers où là, je peux sortir tous les soirs, en gros. Et en fait, bah, si j'ai un peu plus de temps le soir, etc., pour faire ça, bah, je le ferai en fait. Et c'est pas ma priorité, mais si j'ai le temps, bah, je le fais parce que je sais que c'est un truc qui me plaît. Et j'aimerais justement garder ce temps à terme et pour développer ma chaîne en fait. Parce que c'est pas évident au final de créer une chaîne, de la faire fonctionner. Là, voilà, j'ai quand même un certain nombre d'abonnés, j'ai fait des vidéos qui ont assez bien marché, donc je me dis c'est dommage d'arrêter là, quoi. C'est dommage de ne pas développer le projet. Parce qu'au final, le plus dur est entre guillemets fait, quoi. Le plus dur, c'est le lancement. Et après, il y a toute la période pour pas couler, quoi. Enfin, pour vraiment développer encore plus. Mais je la trouve un peu plus facile à gérer que le lancement où en fait ça dépend pas vraiment de toi. Enfin, si, ça dépend de toi au final. Quand tu fais énormément de vidéos et que c'est qualitatif et que tu arrives à accrocher ton audience, évidemment que ça marche. Mais ça prend du temps et il faut quand même rester très motivé. Et le fait que moi, la période de lancement est à peu près faite et que là, j'ai plus juste une phase, enfin, j'ai que la phase de développement à faire, et bah, je me dis, bah, autant y aller, quoi. Autant y aller, profiter de ce que j'ai et kiffer, en fait, à profiter du temps que j'ai sur YouTube, voilà. Faire des projets qui me tentent. Et en fait, au début, donc je faisais de l'audiovisuel sur YouTube. Et au final, je me suis retourné plus vers les études parce que c'est ce qui me touchait plus à l'heure où je faisais les vidéos, au moment où je tournais la vidéo, ce qui me touchait vraiment, c'était les études, le choix des écoles d'ingénieurs, voilà, tout ça. Et, euh,
Et donc, j'ai fait des vidéos sur ce qui me plaisait. Et ensuite, j'ai délaissé l'audiovisuel alors que c'est ce qui m'avait fait, entre guillemets, percer sur YouTube. Et en fait, tout ça, c'est une histoire de choix de ligne éditoriale sur la chaîne. Et pour l'instant, je serais plus parti pour faire pour parler des études, pour parler de l'orientation, pour parler de la vie d'ingénieur, tout ça. Et après, on verra ce qui me plaît. Ça se trouve, je vais me trouver une passion, je sais pas, et j'en parlerai dessus. Mais je pense qu'il faut surtout parler de ce qui nous plaît. Enfin, c'est un peu, c'est un peu basique de dire ça, mais enfin, sur YouTube, on peut pas faire. Là, je pourrais pas me remettre dans l'audiovisuel à faire des tutos sur Premiere Pro, parce que ça me plairait pas. Certes, je reçois tout le temps des commentaires, c'est quand que ça reprend, machin, les tutos, machin. Je vais me dire, je vais leur faire plaisir. Mais si je me fais pas plaisir avant, ça va foirer, en fait, c'est obligé. Ça va durer 1 à 2 vidéos et après, l'envie, la passion de faire les choses, ça va couler et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que chaque vidéo donne envie d'en refaire une autre, quoi. Ok. Bah, c'est cool de voir que tu as envie en fait, de- d'avoir ce métier d'ingénieur et en parallèle, si tu peux, si tu as le temps de garder cette chaîne YouTube. Ouais. Ben, en fait, si, l'objectif premier pour moi, c'était de faire des études parce que je savais que YouTube, ça allait pas forcément me rémunérer au point que ça soit ma première source de revenus et que j'arrête toutes mes études d'ingénieur. Donc, je me suis dit, autant faire mes études d'ingénieur bien, profiter de ce temps-là. Et après, j'adapterai mon temps comme je le souhaite, mais au moins j'aurai un diplôme d'ingénieur, quoi. Alors que si je me lance directement dans YouTube sans réfléchir à ce qui se passe après, et si YouTube ça coule, enfin si ça fonctionne pas très bien et que j'arrive pas à en vivre, ou que j'ai besoin de faire des partenariats pour la moindre vidéo où je devienne un homme sandwich, où c'est que de la pub, donc c'est pas trop l'objectif, quoi. En fait, je m'étais dit au moins je valide mes études, ensuite je m'adapte avec mon job si j'ai le temps, quoi. Ah, ça paraît raisonnable, je te dirais pas le contraire, hein. C'est moi qui ai commencé à 29 ans, 28 ans, hein, une chaîne YouTube, donc c'est un peu sur le tard. Une dernière question avant de clôturer et de passer en off. Un étudiant qui en fait arrive aux arts métiers après la prépa, est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que tu aurais un conseil pour toi d'il y a 1 an et demi ou pour un étudiant qui commence aux arts et métiers? Euh, un conseil aux arts et métiers, ça serait de profiter de la vie aux arts et métiers à fond. Parce que c'est une énorme chance d'avoir ce genre de vie-là aussi peu de temps. Enfin, après avoir discuté avec pas mal d'anciens élèves des arts et métiers, pour eux, l'une des meilleures périodes dans leur vie, c'était quand ils ont fait leurs 2 ans aux arts et métiers. Donc, profiter de ce temps-là, mais faire attention à ne pas non plus faire que ça à 100% et garder du temps pour soi, pour le sport, pour la culture et tout ça. Ça peut arriver que dans notre école, il y ait des gens qui pensent plus qu'à ça et qui, qui vraiment aiment tellement ou se voient vraiment destinés dans cette école et à tout donner pour. Donc moi, je trouve ça bien, hein. Enfin, voilà, je vais pas dire qu'il faut totalement faire autre chose ou quoi, mais en tout cas, garder quand même un équilibre. Certes, la vie aux arts et métiers est vraiment très, très bien. Voilà, ça permet de se professionnaliser via des expériences assez fortes, de gérer des associations où on a des gros budgets, il y a des événements aux arts et métiers, c'est de l'ordre de 200 000 euros, 300. On invite 2 000 à 3 000 personnes. Le grand gala à Angers, c'est des choses comme ça. Donc là, on s'investit dans des associations où on participe à des énormes projets. Donc c'est une chance. Mais par contre, je conseille à tout étudiant rentrant aux arts et métiers de s'investir là-dedans. Parce que voilà, moi, je l'ai vécu et vraiment, c'était génial. Mais au-delà de ça, garder un peu le temps pour revoir sa famille. Moi, j'avais une copine à côté. D'ailleurs, j'ai toujours ma copine. Et donc, c'était pas facile à gérer, surtout la période d'intégration là, qui a eu lieu. euh, Parce que, en fait, je rentrais le soir, tous les soirs, il était 23 h minuit. J'avais cours jusqu'à 18 h. Et après, c'était que ça jusqu'à ce que je me couche, en fait. Et quand il n'y a pas le temps du tout pour appeler sa copine ou quoi, ça devient compliqué et ça crée une sorte de tension avec l'extérieur. On se dit, mais t'es rentré dans une secte, dans ta bulle. Et c'est pas ça, en fait. C'est vraiment que
es tellement passionné par le truc que tu oublies en fait ce qu'il y a à côté. J'avais de la chance que mes parents ils comprennent assez bien. Je leur montrais les vidéos de ce qu'on faisait, etc. Mais une personne proche, très proche, comme une petite amie ou quoi, ou même des potes de l'extérieur, ils vont pas forcément comprendre en fait. Ils vont se dire, bah d'accord, tu nous as délaissés, voilà. Et en fait, le plus gros challenge aux arts et métiers, c'est garder en fait cet équilibre entre extérieur et vie interne aux arts et métiers, qui est certes passionnante, mais il ne faut pas non plus négliger ce qu'il y a à côté, quoi. Voilà ce que j'avais à conseiller. Mais vraiment, retenez, et un truc à retenir, c'est faites-vous plaisir aux arts et métiers, quoi. Non, c'est top. Et puis, je pense que tu montres assez bien avec ton exemple que c'est possible, qu'il ne faut pas se perdre dedans forcément, mais qu'on peut en profiter énormément et tout en gardant et en réussissant à avoir cet équilibre. Et je trouve que c'est un super message pour des jeunes qui vont y aller, quoi. Ça peut être vraiment la meilleure période de leur vie, donc qu'ils y aillent à fond et qu'ils gardent un peu d'équilibre quand même. Ouais, c'est ça, et puis garder le recul en fait sur tout ce qui se passe. Ne pas devenir tête baissée arrêt métier, c'est pas ça l'objectif. Il faut faire attention à ça et au final, ça se passe bien en général. Ok, super. Bah, merci. Je te remercie en tout cas pour le temps. Bah, merci à toi pour l'interview. Pour d'autres discussions d'ingénieurs, par exemple sur les conséquences du scandale des sous-marins nucléaires en Australie, je vous invite à regarder les autres épisodes qui sont disponibles sur le podcast ou si vous êtes sur YouTube, à cliquer sur la miniature qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup d'avoir écouté, très bonne journée à vous.